Allô. Ok. Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce mardi. Nous sommes le 15 juillet 2014, au cœur de l'été donc. On va commencer tout de suite l'émission. Alors, je vais me connecter. Ok. Ah putain. Alors, je vais attendre votre confirmation sur le chat écrit, savoir si c'est ok au niveau du son et de l'image. Putain, il fait chaud aujourd'hui là. Il fait lourd. Ouais, je mets le ventilateur. Ok. Ah. Ok, au niveau du son, merci Phil d'avoir confirmé. Ouais, je vais me connecter au Mumble. Donc, participer par écrit ou par audio. Non, c'est pas une machine à laver, c'est le ventilateur crédit. Je suis toujours vendeur de Dow Jones, hein, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Ça se passe plutôt pas mal avec 51 points de profit. Je short à peu près l'ouverture. À l'ouverture, il y a eu une petite accélération haussière. Je trouvais que c'était un point assez haut. On était sur le précédent plus haut. Vous savez que j'ai un point de vue plutôt baissier. Ça a commencé à hésiter, j'ai vendu. Bon, on peut vendre plus haut aussi. Hein. Je veux dire, j'ai vendu à 17 090 points. On est monté jusqu'à 17 116. Donc voilà, bon, c'est quand même un bon point. Comme je dis, voilà, 50 points de profit. La pression. On entame, ou en tout cas, on tente d'entamer le comblement du gap laissé vacant en fin de semaine dernière. Si on comble, ça peut être très intéressant. 17h38, donc on a eu la clôture en Europe, on va aller voir ce qui s'est passé, ce qui s'est dit aujourd'hui. Donc on confirme que c'est ok au niveau du son et de l'image, ça c'est bon. Du côté du Mumble, vous pouvez me rejoindre. Alors, je vous rappelle le thème de l'émission. C'est une antenne libre à propos du trading, vous pouvez prendre la parole et discuter, débattre, proposer des analyses, etc. À tout moment, que vous soyez débutant ou trader expérimenté, il s'agit d'une émission qui s'appelle Trader Ensemble, le live. L'idée est donc de partager nos points de vue, idées et prises de position. Aucun conseil en investissement n'est prodigué dans le cadre de cette émission. Il ne s'agit que d'avis. Il faut une licence en France pour donner du conseil en investissement, la licence de CIF, que je n'ai pas. Aussi, si vous sollicitez de me suivre ou de suivre l'un des membres dans le cadre de cette émission, cela incombe de votre responsabilité. Vous pouvez donc participer, j'ai le chat écrit en bleu en dessous le cadre de diffusion de l'émission ou chat audio. Vous avez le lien pour nous rejoindre sur le chat audio et tout est expliqué sur le forum via le lien Mumble, M-U-M-B-L-E, écrit en bleu ciel en haut à droite du cadre de diffusion de l'émission sur videobourse.fr. Alors, sur le chat écrit, c'est au cœur de l'été, c'était pas un peu optimiste d'annoncer ça? Des crédits, non, pas du tout. Le 15 juillet, là on est au cœur de l'été, là. Pour moi, du 15 juillet au 15 août, c'est vraiment là où on est au cœur de l'été. Je pars samedi, moi, une semaine. Voilà, chez moi il fait frais, disait crédit. Phil qui confirme que c'était ok, merci. Vince qui disait vendre ce truc là, c'est débile, a dit Chéron, MDR. Vendre quoi, Vince? Reviens Fab, on t'entend, ouais, ça on avait vu. Ok. Voilà, bon, on va enchaîner, on va aller voir ce qui se passe, ce qui se dit. Moi je laisse courir. Si je vois qu'on a une belle correction et que ça s'essouffle, étant donné qu'il est plus que au-delà de la clôture en Europe, je prendrai mon bénéfice. Autrement, on passera un moment ensemble. Je pense une bonne heure ensemble là, à décortiquer ce qui se passe en ce début de semaine. Hier c'était férié en France, mais il y a eu une séance. C'était très très calme, hein, lundi, on le voit. On arrive sur un gros gap par contre. Et ce jour, ça bouge un peu plus, mais c'est quand même assez mou. Donc on est bien en été. Moi, dans l'Essonne, fin du mois, Fab, disait Phil.
Ouais, bah écoute, Phil, si t'es dans l'Essonne et que tu passes du côté de Bretigny, n'hésite pas à m'appeler. On peut aller boire un café ou se rencontrer, ce sera avec plaisir, parce que ça fait maintenant des années, je pense, qu'on échange sur internet. Starbucks qui faisait quand même un live, oui, c'est vrai que je suis pas très discipliné au niveau des horaires ces derniers temps. Après, déjà, je commence plus tard parce que je trade les marchés US, donc voilà, c'est pas très intéressant pour moi de regarder avant 15h30. Et sinon, c'est vrai que c'est l'été. Dans mon toit, j'ai pas mal de gens en vacances, du coup, je prends un peu le rythme aussi. Mais j'essaie quand même tous les jours de la semaine de travailler sur le site, à part quand je serai vraiment en vacances. Et voilà, donc c'est comme ça qui est important. Ce soir, il y aura une nouvelle vidéo qui sera publiée. Je croyais que tu étais en vacances, on te pensait en dépression, disait Vitz. Ah, sérieux, tu me pensais en dépression? Non. Pourquoi en dépression? Ok, ça on avait vu. Très bien, ouais, c'était à propos de l'argent, disait Vince. Bon, alors, déjà on va voir les gros titres du côté des... Bah avant de commencer, je vais commencer par, même si la plupart des gens je pense connaissent mon approche, bah, je vais commencer par vous décrire ce que je joue en fait actuellement, et depuis le 16 juin, donc ça fait un mois maintenant, quasiment, sur les marchés actions, notamment marchés actions américains. Donc voilà, je vais faire court parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà vu, hein, mon schéma de pensée. Voilà, le Dow Jones à très long terme, donc ici en graphique journalier, on pourrait même prendre plus, mais bon, depuis 2010, même depuis fin 2008, donc depuis la fin de la crise, on a eu une accélération haussière vraiment considérable. Et en vérité, on hésite un peu depuis quelques jours, mais c'est très léger et la dynamique de fond est encore largement haussière. Donc jouer un scénario baissier dans ce contexte, c'est quand même risqué de ma part. Disons que c'est audacieux et c'est contre-tendance, ce qui n'est pas préconisé a priori, et statistiquement ce qui pourrait ne pas être gagnant. Après, on dit aussi les arbres ne montent pas au ciel, et n'oublions pas que la bourse c'est essayer d'acheter bas pour vendre haut, et je pense qu'ici on est haut, je pense que dans une phase intéressante où ça fait quand même des années où on monte en flèche, qu'il n'y a pas eu de crise majeure, il y a quand même eu beaucoup de difficultés, mais il n'y a jamais un qui a explosé. Voilà, on a des petits trucs à droite à gauche, à la fois c'est Banco Portugal, etc. En fait, je pense qu'il y a énormément de... Enfin, énormément, je pense qu'il y a beaucoup de probabilités pour qu'on ait une phase de correction. Ne serait-ce qu'une phase de correction naturelle, bon, simplement, les marchés ne montent pas indéfiniment, donc on a une phase de hausse, ensuite on a une phase de correction. Je pense qu'on peut avoir des nouvelles qui éclatent parce qu'on a eu beaucoup d'injections de liquidités et la Banque fédérale américaine a imprimé beaucoup de monnaie. Donc ça peut amener des réajustements entre l'économie réelle et les marchés actions qui sont plus hauts alors que l'économie réelle peine. Même si on a un peu de mieux aux États-Unis, même si en Europe ça va, c'est pas la fin du monde par rapport à ce qu'on avait ou quand on craignait l'explosion de la zone euro, c'est pas à l'ordre du jour. Après ça peut arriver, on a vu des votes, notamment au niveau de l'Union européenne, qui montrent que les gens en ont marre et on reste dans des démocraties, ce qui veut dire que à terme, si les gens veulent qu'on fasse plus d'euros ou que la zone euro soit moins forte, eh bien, ça devrait impacter le business mondial, en tout cas amener de l'inquiétude des investisseurs qui n'aiment pas le changement et qui aiment l'incertitude. Et là, le moins compliqué, ce serait de l'incertitude. On peut avoir, comme l'autre fois on a eu une banque là, des trucs qu'on découvre parce que les marchés, enfin voilà, comme d'habitude, là ça fait des années que la finance est très puissante et on a souvent des affaires comme ça qui sortent. Donc c'est ce qu'on appelle des signes noirs, ça peut venir de plusieurs horizons. On a de la tension à travers le monde, on voit en ce moment entre Israël et Palestine, c'est vraiment chaud. Ça peut faire monter les cours du pétrole. On peut avoir des pays arabes qui s'en mêlent, qui sont les plus gros producteurs de pétrole au monde. On peut avoir... Enfin, il y a beaucoup de choses. Voilà, on a parlé du ralentissement de la Chine. La Chine, pareil, on connaît pas tout. La Chine, ils annoncent des chiffres. Tout le monde sait que c'est plus ou moins faux. C'est pas non plus totalement faux. Et voilà, donc il y a quand même beaucoup de vecteurs qui sont là. À la fois technique, on est très haut, on a éclaté les plus hauts historiques depuis belle lurette maintenant et on monte en flèche. Donc naturellement pour avoir des phases de correction. Il y a des choses qui peuvent indiquer une certaine surchauffe des marchés actions. Donc moi je pense que c'est un bon timing pour établir un scénario de vente. Après, ça peut continuer à jouer contre moi plusieurs jours, plusieurs semaines, voire quelques mois, je l'espère pas. L'idée est de mettre en place une stratégie intelligente. Et donc moi ce que je fais, et j'en suis plutôt content pour le moment, malgré que les résultats ne soient pas ultra bons, c'est de prendre mes bénéfices au quotidien et de laisser courir mes positions prises depuis plus longtemps. Par exemple, la semaine dernière, j'ai pris plus de 2%. Là, cette semaine, hier, j'ai pris 0,1%. Aujourd'hui, là, pour le moment, je prends, je sais pas, ça doit être quand même 0,3, 0,4%. Donc voilà, petit à petit, même si les marchés ne sont pas en phase de correction, j'arrive au jour le jour à générer du profit.
Donc si on a une phase de correction, ce que je juge probable mais qui n'y arrivera peut-être pas, on n'a aucune certitude sur les marchés, ça pourrait être vraiment intéressant. Voilà, je prends presque 0,4% aujourd'hui, donc je suis quand même très content. Voilà, c'est un bon profit. La balance est à 100 142 euros, l'équité à 95 500 euros. Donc on va voir ce que ça donne. Et voilà un peu mon idée de trading, le scénario que je joue actuellement. Alors au-delà de ça, on peut avoir aussi d'autres arguments, mais bon, je défends mon point de vue, hein, on peut avoir aussi des arguments contre ce que j'ai dit, moi-même je pourrais les établir dans ma tête, mais enfin les établir, voilà, et peser le pour ou contre, on n'a jamais de certitude absolue sur les marchés financiers, encore une fois. Mais un truc supplémentaire, c'est que la hausse met du temps à se construire, c'est normal, mettre en place un système, un business, il faut que tout aille bien et que voilà. Après en général c'est assez régulier, on le voit ici, parce que quand on a mis en place un système, on y a réfléchi et c'est que pour ça se passe bien. Par contre quand il y a une catastrophe, quand il y a une annonce inattendue, etc., la correction se fait beaucoup plus rapidement. Donc aussi, voilà, si on a une phase de correction, elle peut être brusque et rapide. En général les marchés actions et les marchés financiers en général bougent peu. Hein, la majorité du temps, on parle de 80% où ça bouge très peu, et finalement 20% où ça bouge. Et je dirais même que c'est 5% qui fait la grande majorité des gros mouvements au fur et à mesure du temps. Donc voilà. Alors là, si on prend en 5 minutes et qu'on regarde l'ensemble des marchés, qu'est-ce qu'on a? On a un euro-doll qui baisse, mais tranquillement aujourd'hui. On a un euro-yen qui baisse, mais tranquillement aujourd'hui. On a un dollar-yen qui monte, mais tranquillement. On a un câble qui hésite, hein, pas de vraie direction. On avait bien monté hier. Donc dans l'ensemble des marchés assez calmes, les marchés européens sous pression, qui sous-performent les marchés US, on en avait eu un bon exemple la semaine dernière, et ces dernières semaines, derniers mois, et on le voit encore ici avec le CAC, qui est sur ses plus bas. On a une vraie phase de correction qui s'est mise en place ici en graphique journalier sur le CAC 40, on le voit ici, c'est une correction, alors qu'on ne l'a absolument pas, on était même sur le plus haut historique ce matin même sur le Dow Jones, si on regarde ici en journalier. Donc voilà, ça c'est notable, hein, que les marchés européens sous-performent les marchés américains. Voilà un petit peu le contexte dans lequel on est. Alors sur ce, je vais faire un petit point sur ce qui est sur le chat écrit, on va aller voir les nouvelles du jour et de la semaine. Vous pouvez suivre les résultats de mon compte à tout moment, en cliquant sur le lien Mes résultats et MAM, qui veut dire Multi-Account Manager, c'est un compte mutualisé. Au-dessus du cadre de diffusion de l'émission, vous avez également les résultats de mon compte personnel, que je gère maintenant depuis le mois de septembre 2013, ça fera un an à la rentrée. Ça me fait plaisir, ça commence à être significatif, c'est de bons résultats et une gestion sérieuse, puisque je ne vise pas de faire du profit, normal, mon compte personnel est seulement à 1000 euros. Je gère vraiment pour me créer un track record et montrer de quoi je suis capable, et pour le moment c'est un succès, et je pense qu'en un an j'ai été assez responsable par rapport à ce compte. C'est un peu ce qui me faisait défaut jusqu'à maintenant, puisqu'étant donné que je tradais avec des petites sommes, on va dire quelques milliers d'euros, j'étais obligé de prendre du risque si je veux tirer un rendement intéressant pour vivre. Là c'est une autre approche, je vais essayer d'avoir quelque chose de plus raisonnable, mais de gérer les fonds d'autrui. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, il faut prouver de quoi on est capable. Et pour ça je suis assez content, puisqu'actuellement le compte est à plus de 21%, presque 22% je crois. Donc voilà. Avec un drawdown tout à fait acceptable sur le compte perso, je crois que je suis à 5 et quelques pourcents de drawdown maximum. Alors sur le chat écrit, qu'est-ce qu'il se disait? Ça on avait vu. Parce que le marché est pas avec toi, disait Vince. Le marché est pas avec moi, c'est pas mal du tout quand même. Là par exemple sur la semaine dernière j'ai clôturé 2,3% je crois de profit, Vince. Donc si le marché continue comme ça, moi ça me va très bien. Hein. Si je continue à accumuler des petits gains en intraday, ça fait à la fin, c'est des petites rivières qui font, des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Voilà. Tu vois, la semaine dernière ça a été très bon, et là pour le moment ce début de semaine continue dans ce sens-là, donc tant mieux. Sur le mois de juillet, pour l'instant je reprends 0,75%. Après un début de mois un peu difficile, là ces derniers jours ont été intéressants. Alors sur le chat écrit, qu'est-ce qui se disait? Je pense que le Dow Jones a fini la hausse fab pense humanoïde. J'ai pas de certitude, c'est des scénarios que je joue. Voilà, en fait, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire, je pense que c'est un bon timing pour mettre en place une stratégie. Après, par exemple, un mec qui veut être qui veut se rassurer, qui veut pas prendre de risques, qui veut attendre concrètement que le marché lui montre ça, il peut attendre un gros décalage baissier. Moi, on va dire que je suis un peu audacieux, puisque j'anticipe ça. Il n'y a pas encore la phase de correction, mais je me dis aussi, vu qu'il n'y a pas encore la phase de correction, c'est comme ça peut-être que je peux vendre les plus hauts. C'est audacieux, ça se paye. Et voilà, après, il n'y a pas encore eu de gros appels. On l'a en Europe un peu plus. Voilà, après à chacun de jouer son scénario. Moi, j'ai pas, pour le moment, le marché me donne pas de signal encore ce matin, on marqué les plus hauts historiques sur le Dow Jones, c'est quand même notable, hein, et c'est quand même assez cavalier de jouer et d'établir une stratégie vendeuse dans ce cas-là.
Donc moi, je choisis de le jouer. J'ai pas de certitude sur le timing. J'ai dit peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines, et peut-être dans quelques mois, j'espère pas, mais c'est possible. Bon après, bien sûr, tôt ou tard, les marchés vont corriger, ne serait-ce qu'un peu, mais il faut que le timing. Et en tout cas, si on monte pas, si on baisse pas brusquement, il faudrait pas qu'on monte brusquement. Ça serait un scénario qui me ferait perdre de l'argent. Si on hésite, ça sera bien et je ferai un peu d'argent quand même, donc ça m'irait bien aussi. Voilà. Ça, on avait vu. RIP, la classe moyenne, disait Phil. Qu'est-ce qui te fait dire que la hausse est finie sur le Dow Jones? Comme je t'ai dit, c'est une étude, des impressions, un sentiment, d'après une étude quotidienne des marchés financiers, la lecture des nouvelles. On va écouter souvent à droite à gauche des gestionnaires de fonds, des analystes, etc. Donc c'est une synthèse. De toute façon, le feeling, c'est ce que c'est, hein, c'est une synthèse de l'ensemble des choses qu'on entend. Et je pense que les marchés actions américains sont hauts et que ça peut être un timing intéressant pour jouer une phase de correction. Voilà. Pourquoi pas attendre un vrai signal baissier en analyse graphique pour passer short demande Starbucks? Ouais, c'est ce que je viens de dire. Effectivement, ceux qui veulent attendre un vrai signal baissier peuvent le faire. Moi, là, j'ai expliqué, voilà, donc c'est-à-dire, bien sûr, vendre maintenant, c'est prendre un risque puisque la tendance ne se retourne pas pour le moment, mais ça peut être un avantage aussi puisque ça peut être une manière de vendre haut. Voilà. Ça fait presque un mois qu'il baisse le pétrole, les bébés. C'est pas très intelligent de juger Starbucks. Après, est-ce que tu es bien placé pour juger l'intelligence des gens? Ça, c'est. Et est-ce qu'on est là pour juger l'intelligence des gens? L'intelligence des gens, je crois pas à Starbucks. Ici, on est là pour discuter de trading. Et si on veut discuter concrètement et comparer des approches, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire, il faudrait que tu sortes un suivi de résultats à propos d'une stratégie et que tu dises, voilà, moi j'applique cette stratégie, j'ai ces résultats-là, ils sont très bons, et je pense que ce serait plus judicieux de ta part d'appliquer autre chose. Mais si tu balances juste comme ça que tu penses que c'est pas bon, etc., ça veut rien dire, puisque bah, c'est gratuit, il n'y a pas de point de comparaison, donc il faudrait que tu sortes un suivi, quelque chose de concret, Starbucks si tu veux. Vince qui disait, même avec le swap, tu arrives à gérer car on s'approche des 1000 euros, disait Vince. Par rapport à quoi, Vince? Phil qui laissait un lien, on va regarder ça. Écoutez, monfinancier.com, les professions réglementées sont une nouvelle fois dans le viseur de Bercy. Les professions réglementées sont une nouvelle fois dans le viseur du gouvernement et c'est Arnaud Montebourg qui a sonné la charge contre elle. Le ministre promet de redonner 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat dans le cadre de sa loi pour la croissance et le pouvoir d'achat qui sera présenté en septembre. Une trentaine de mesures destinées à mettre fin au monopole seront dévoilées à la rentrée, a précisé Arnaud Montebourg. Voilà donc ce qu'on pouvait lire. Alors, sur le chat écrit toujours, Starbucks disait, je pense que t'es pas honnête avec toi-même, Fab, tu te retrouves piégé dans cette position, dit Starbucks. Oui, ben si tu le penses très bien, encore une fois, voilà, moi là je t'ai exprimé mon point de vue, je pense qu'il est assez cohérent, j'ai un Radon qui est tout à fait acceptable et une stratégie qui fonctionne bien, donc voilà, après si toi tu penses autrement, très bien, mais je vois pas trop ce que tu veux dire. Je crois que c'était la semaine dernière où je suis repassé positif sur l'ensemble de mes trades ouverts, donc j'aurais très bien pu prendre un profit et passer à autre chose. Donc le piège, oui, enfin si tu veux. Moi je suis pas d'accord avec toi, mais si tu veux, si c'est ton point de vue, très bien, Starbucks. Alors bébé qui disait, c'est clair, pas mal tes résultats, mais bon, que sur ton compte perso JFD, mais pas mal, disait bébé. Ouais, après, moi sur mon compte mutualisé, je suis très content des résultats aussi. Je respecte clairement ma stratégie, mes engagements, de toute façon ça j'ai pas le choix, et mes règles de trading. Après le marché c'est le marché. Ça je maîtrise pas l'évolution, et si quelqu'un a des anticipations sérieuses, tant mieux pour lui. Mais le travail d'un gestionnaire ou d'un trader, c'est d'être rigoureux avec lui-même. Et depuis un an, je suis très content de ma rigueur. Et même dans la gestion du mal, je suis très content. Pour le moment, les résultats ne suivent pas. Mais dans la partie qui m'incombe et dont je suis responsable, je respecte vraiment des règles et un travail. Je réalise un travail responsable, je trouve. Donc je suis content. Phil qui partageait un lien, partagé du côté de chez Daily FX. On voyait ici le Dow Jones qui avait atteint les 17 058 points, des volumes qui baissaient drastiquement. Qu'est-ce que tu voulais montrer par rapport à ça? C'était en graphique quoi? Phil, si t'as des commentaires, n'hésite pas, je crois que c'est en hebdo. Voilà, weekly. On voit les volumes donc qui descendent. Alors, ça on avait vu.
Si les gestionnaires ont dit que ça allait baisser, alors c'est qu'ils ont raison. MDR disait Kerviel, Hebdo disait Phil. Tu devrais savoir une chose, c'est que les traders directionnels ne gagnent pas d'argent, disait Masterman. Oui, alors ça, les gens qui t'annoncent des grandes vérités, je les prends de moins en moins au sérieux. Au début, j'écoutais, j'étais peut-être un peu naïf, c'est-à-dire, bon, les gens, voilà, j'attends quand même toujours de connaître les gens pour juger de leur crédibilité, de leur dire, etc. Mais même des gens qui sont crédibles, c'est-à-dire pas des gens voilà, que je vois là, par exemple, toi, c'est la première fois que je te vois sur le chat écrit, je vais pas juger ta parole sérieuse, Masterman. Mais des gens, même en salle de marché ou des professionnels de la finance à différents niveaux, voilà, comme tout le monde, ils ont parfois leur vérité toute faite. Ils ont des points de vue par rapport à ce qu'ils ont vécu, etc. Ça, c'est normal. Et derrière, ils généralisent le truc et ils t'annoncent des trucs. Mais c'est pas vrai. En fait, il y a plein de modes de travail. En vérité, les marchés sont très vastes. Il y a plein de manières d'en profiter. Il y a plein d'activités autour des marchés. Euh, donc, voilà. Et annoncer, voilà, les traders directionnels ne gagnent pas d'argent, c'est une parole balancée comme ça dans le vide qui vaut pas grand chose, à mon avis, Masterman. Bébé qui disait une correction de 10% des indices US ne remettrait pas en cause la hausse. Ils attendent cette correction depuis les 6 mois qui viennent, disait Bébé. Non, dans les 6 mois qui viennent, très bien. Bah, si elle se produit, très bien. Moi, j'aurais eu raison dans mon scénario et je ferai une belle performance. Donc, je serais très content de mon année et ça me permettrait sûrement de lever plus de fonds. Donc, bah, j'espère vraiment que ce scénario se mettra en place, mais on verra l'avenir. Masterman qui disait, je trouve un brin prétentieux d'anticiper une baisse d'un indice soutenu par une banque centrale comme la Fed. C'est clair, Masterman. Audacieux, prétentieux, t'as dit. Moi, j'aurais dit audacieux, parce que prétentieux, j'ai pas de prétention, comme je te dis, les marchés feront ce qu'ils ont à faire. Et si ça doit mal se passer, ça se passera mal, donc j'ai pas de prétention. Je le joue. Maintenant, oui, c'est clair que c'est audacieux. Après, voilà, on dit en finance, il y a plein de petits dictons comme ça, et ça aussi c'est des vérités toutes faites, donc elles ne veulent pas dire grand chose, mais ça reflète quand même une certaine idée et une manière de travailler. On dit acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire corriger les marchés. J'établis un scénario baissier. Voilà. Emmanuel qui disait donc Fab, tu es en accord avec les analystes, la baisse de Dow Jones est en place. Je pense pas qu'elle est en place puisqu'on a marqué les plus hauts aujourd'hui, mais je pense qu'elle peut arriver dans les prochains jours, prochaines semaines ou prochains mois, mais là ça tarderait et j'aurais pas eu un bon timing. Là ça fait déjà un mois que je joue ce scénario et c'est pas terrible pour le moment, c'est plutôt négatif si je fais le bilan. Pas beaucoup, mais plutôt négatif par rapport à l'évolution de mon compte. Tu as un swap négatif de 555 euros, si tu gardes un mois de plus, tu seras à moins 1000 euros. Ça te dérange pas, il disait Vince? Non, pas spécialement. Voilà, ça représente 1000 euros, 1% du capital. 1% du capital, ça veut dire. Après, c'est pas forcé qu'on sera à moins 1000, hein, parce que ça dépend des, des dividendes aussi qui sont payés, etc. Mais voilà, 1%, ça peut aller très vite, hein, en un mois. Voilà. Ça veut dire 0,5% par mois. Donc, bon, c'est un handicap, ce serait mieux que ce soit dans mon sens. Mais non, ça me dérange pas plus que ça, Vince. Qui disait, surtout sur des rumeurs de soi-disant gestionnaires, disait Carviel. Quels sont tes arguments pour plaider une baisse, disait Masterman. Je pense que j'ai bien exprimé mon point de vue depuis tout à l'heure, donc je vais pas répéter, mais voilà, tu auras le replay si tu n'as pas entendu le début de l'émission après. Fin des promos en octobre, disait Phil. Le marché va anticiper la fin du quantitative easing, donc été short, pense Phil, on verra ça. Masterman qui disait la fin du quantitative easing, c'est pas pour tout de suite non plus. Kavil qui disait moi je voulais savoir pourquoi tu prends le risque de garder des positions overnight alors que tu pourrais voir au jour le jour sans avoir le risque de te prendre une hausse dans les dents. Bah comme tu le vois quand ça monte, j'allège mes positions au fur et à mesure. C'est comme ça par exemple tu as pu le voir le mois de juin qui était délicat. Quand ça se passe bien, je laisse courir. Là en l'occurrence, ces deux positions qui me restent, à la base j'en avais 4. Donc j'en ai soldé 2 puisque les marchés montent. Et si les marchés continuent à monter, je vais les solder au fur et à mesure. Donc c'est ça la logique. Après on en pense qu'on en pense. Moi je juge qu'elle est crédible et c'est pour ça que je l'applique, mais chacun son point de vue. Masterman qui disait la baisse arrivera quand personne ne s'y attendra. C'est possible, Masterman. Et d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle j'aime laisser courir des positions. Voilà, pour pas être pris au dépourvu et pour avoir quelque chose qui traîne pour jouer mon scénario, tout en étant responsable. Voilà. Il distribue encore 45 milliards mensuels. Ouais, c'est quand même presque la moitié de ce qu'on avait au début, hein, je crois. Oui, comme aujourd'hui par exemple, disait Phil. 2000 est un bon point de short pour tester. Tu parles de quel produit, Masterman? De forte probabilité d'un reflux sous les 2000.
Le marché vend par anticipation aux rumeurs et achète la rumeur, disait Phil. Alors qu'on a des vendeurs qui pressent un peu sur les marchés actions, notamment sur le marché actions US et sur les marchés actions européens, on marque encore des plus bas à 18h ici, on voit du côté du CAC. On entame le comblement du gap qu'on avait marqué fin de semaine dernière, après on reste dans des zones qu'on a déjà travaillé, donc c'est pas pour ça qu'on va être fortement attiré, mais on a de la pression, 67,5 points de profit actuellement, donc une bonne journée pour le moment, je laisse courir ça, et on va continuer à étudier ce qui se passe sur les marchés. Voilà. Il y a clairement des inquiétudes sur le marché, pense bébé. Il faut toujours anticiper comme la bourse le fait, disait Phil. Alors voyons voir ce qui se disait ce jour dans les différentes salles de marché. Juncker élu président de la commission. Ouais, du Bitcoin, on regardera peut-être ça après. Pensons à se concentrer sur... Putain, grosse baisse de la BNP. Apparemment, c'est ce que je viens de lire. Je vais voir ce qui se passe du côté de cette banque que je suis. Alors, on a un CAC qui perd 1,03% ce jour, c'est quand même significatif. La BNP qui a perdu... Bah non, 1,13%, pourquoi ils disaient elle s'écroule, 48 euros. Et il y a eu des craintes précédemment par rapport à l'amende que leur ont attribué les États-Unis. Alors, je trouve pas d'analyse particulièrement intéressante ce jour. Du côté de chez Xerfi, on a analysé. Le monde à la recherche de la demande perdue, on écoute un point réalisé par Xerfi Canal. Décevant. C'est l'adjectif qui vient à l'esprit pour qualifier le bilan économique mondial au premier semestre. La véritable reprise se fait attendre, et pire, des zones d'ombre sont apparues. Chez les pays émergents d'abord, l'inquiétude a succédé à l'enthousiasme. Au Brésil, en Inde, la production industrielle plafonne à cause de problèmes structurels liés à l'insuffisance des infrastructures de transport, de la production d'énergie et au manque de main-d'œuvre qualifiée. C'est aussi, pour ces deux pays, le coup de projecteur mis sur leur extrême sensibilité aux capitaux extérieurs. Face à la subite perte de confiance des investisseurs, les autorités monétaires ont réagi en durcissant leur politique monétaire, c'est-à-dire en remontant peu à peu leur taux directeur pour limiter les sorties massives de capitaux, éviter une dépréciation trop forte de leur devise et maîtriser l'inflation. Si l'Inde a presque réussi à se tirer d'affaire, le Brésil s'enfonce dans la stagflation, comme la Russie d'ailleurs. Finalement, c'est la Chine qui s'en sort le mieux. Le pays se dirige vers un soft landing, comme le montre l'évolution du PIB depuis plusieurs trimestres maintenant. Pris dans leur ensemble, la croissance des BRIC bat donc de l'aile. Leur demande domestique est moins forte que prévu, les poussant à aller chercher ailleurs ce surplus d'activité qui leur manque. Au pays avancé maintenant. Dans la zone euro, la reprise cale et le rythme de croissance annualisé est resté coincé en dessous de 1%. Et si la performance allemande du premier trimestre, dopée par la clémence hivernale, pouvait créer encore l'illusion d'une locomotive rhénane en Europe, cet espoir a fait long feu. Ni la dynamique des salaires, ni les perspectives de production dans ce pays n'indiquent une poursuite du mouvement au second trimestre. Au final, les entreprises campent toujours sur leur logique de rationalisation.
ce qui, en bout de course, affaiblit les salaires et déprime la consommation. Le piège se referme. Avec la faiblesse des coûts salariaux, la situation devient quasi déflationniste, asphyxie la reprise et repousse les perspectives d'un rebond du Sud. À cela s'ajoutent des politiques budgétaires toujours restrictives. Coincées à l'intérieur, les entreprises européennes cherchent, elles aussi, ailleurs leur croissance. Dans ce contexte, les États-Unis jouent en solo. Après la déconvenue du premier trimestre, le redressement est en cours. Des créations d'emplois en hausse et un taux de chômage redescendu à 6,1% en juin consolident le mouvement. Mais c'est une amélioration en trompe-l'œil. Si les créations d'emplois sont en hausse, ce sont exclusivement des emplois à temps partiel ou presque. Oui, le chômage baisse, mais c'est aussi parce que de nombreux Américains, découragés, se sont auto-exclus du marché du travail. Les actifs ne représentent plus que 63% de la population, un niveau historiquement bas depuis 36 ans. Ce sous-emploi massif explique pourquoi la baisse du chômage n'enclenche pas sur la hausse des salaires. Bilan, la consommation coince et les entreprises américaines se lancent aussi à l'assaut des marchés extérieurs. De proche en proche, une situation paradoxale se dessine. Bloquée à l'intérieur, une majorité d'économies tente de siphonner chez son voisin la croissance qui lui fait défaut. Voisin qui suit exactement la même stratégie. La psychologie des... On pose trop souvent la question de l'arbitrage entre politique de soutien à la demande ou à l'offre dans le cadre étroit hexagonal. Si l'on soulevait le débat sur le plan international, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Le monde souffre d'un déficit de demande. Un faux paradoxe, en fait, qui n'est que la triste rançon de notre déficit de coopération au plan international. Ok, c'était le point réalisé par Alexandre Milly-Courtois du côté de chez Xerfi. On a baissé du côté des marchés actions. Là, on remonte un petit peu, donc je vais voir ce que ça donne. Et sinon, je chercherai un point de sortie pour ma position intraday. Le reste, je laisse courir. Donc, tranquillement, voilà. Là, vu que ça remonte un peu et que je vois que ça stagne, si j'ai un point bas, je vais en profiter pour sortir du marché. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info? Aujourd'hui, alors sur le chat écrit toujours, ça on avait vu, pop, 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 pop. Donc, voilà, beaucoup de choses qui se disent, alors ok. Bonjour Fabien, l'article sur XTB qui pourrait t'intéresser dans ton scénario, un article d'XTB d'accord. Voilà, un conseil spécial du ministère polonais des Finances en matière de recherche économique, fiscale, c'est moi, là, j'arrive pas à se lire son prénom ni son nom, c'est un polonais. S'est formé à la recherche économique à l'université de Varsovie et a débuté sa carrière d'économiste à Millennium Bank, marché US et Eurozone, avant de rejoindre en 2007 le groupe X-Trade Broker DMA pour y exercer les fonctions d'économiste en chef. Saison des résultats Wall Street, fin de la tendance haussière, nouveau sommet historique. Se posait la question, cet analyste apparemment coté du côté de XTB. Voilà l'article complet pour ceux que ça intéresse. La saison des résultats Wall Street a commencé mardi dernier lorsque Alcoa a publié le deuxième trimestre 2014. Malgré le fait qu'Alcoa ne fasse plus partie du Dow Jones des JA, les investisseurs américains considèrent et traitent encore cet actif comme le précurseur dans la saison des résultats. Alcoa, qui est le plus grand producteur d'aluminium aux États-Unis, le marché et à réchauffer les humeurs pré-saisonnières. Par contre, on voit mal. J'arrive pas à lire. Bon, si vous souhaitez suivre et lire cette analyse, n'hésitez pas à la consulter. Merci à Anthony d'avoir partagé ce lien. Alors, il suffit de placer des ordres, de chercher l'erreur. Ah bon, parce que tu crois qu'on va corriger en une seule journée, pense Carviel. Tu peux pas savoir, il peut y avoir des très grosses baisses en une journée, oui, on peut avoir des choses très brusques. S'il y a une nouvelle de toute façon qui tombe, s'il y a des. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire les hausses, c'est rare qu'on ait, mais c'est possible, mais voilà, par exemple, sur l'annonce de QE, de choses comme ça, des grosses hausses d'un coup. Par contre, des mauvaises nouvelles qui remettent tout en question, oui, ça arrive souvent. J'ai expliqué ces exemples à plusieurs reprises et bon, bien sûr, c'est assez connu. Donc voilà, il faut
Voilà, effectivement, des baisses peuvent être beaucoup plus brusques que des hausses, et on peut facilement avoir des journées de baisse de 3-4%, s'il y a un vrai facteur de correction. Voire plus, ça c'est plus rare, mais voilà, 2-3-4%, oui, c'est possible à mon avis. Tant que possible du Mercier. Ils sont passés où les promos du jour, lundi, celle d'aujourd'hui. Crédit, je viens d'avoir mon cheval du jour. Vous avez déjà essayé de prendre un ascenseur quand il descend, dit Phil. Oui, d'accord avec Carviel, une baisse, ça dure pas une journée. Phil, c'est faux ce que tu dis. Le marché monte en escalier et descend par la fenêtre, disait Phil. Tu crois que la baisse de 20% se fait en une journée? Non, Masterman. 20% ça paraît vraiment rien. Là par contre il faudrait carrément, je sais pas, une bombe, un attentat, un truc, une guerre, je sais pas. Mais sinon non, 20% c'est énorme et je pense pas du tout que ce soit possible. En une journée, dans un contexte à peu près normal ou dans des nouvelles pas trop folles. Soit t'es débutant, soit t'es mauvais, désolé disait Masterman. Alors ça, c'est des phrases gratuites, je vais passer dessus, ça n'a aucun intérêt. Il aura pas de contrepartie quand ça va chuter. Pas de contrepartie. Moi, Phil, les ascenseurs à étagère, ça existe encore, dit Vince. C'est une blague, des gens sont payés pour ça. Peut-être une anticipation du problème de la dette américaine pourrait retourner le marché, disait Bébé qui partageait un lien, on va regarder ça. US Risk Fiscal Crisis from Rising Debt CBO. Bon, ouais, effectivement, la dette qui continue à grossir, ça on s'y habitue, mais c'est toujours présent. 600 des réunions, 5 départs prévus à 19h25. Attention au gap. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles particulières ce soir? J'ai pas regardé plus que ça. C'est pas prudent d'ailleurs. Normalement, c'est un des premiers réflexes qu'on doit avoir. Vu que j'ai commencé tard, voilà, il y a des nouvelles à 14h30 qui ont été plutôt mauvaises par rapport à l'économie américaine. Ce soir, à 16h, pardon, donc dans l'après-midi, il y a Yellen qui a parlé. Apparemment, ça n'a pas mis de gros mouvements. Donc, il n'y a pas eu de déclaration majeure. Ce sera tout pour la journée au niveau des nouvelles attendues. Demain, on aura quelques nouvelles à 14h30, notamment Yellen qui va parler. Donc, ça peut être intéressant. À 16h, pardon, pas à 14h30. 14h30, on aura l'indice PPI par rapport à l'économie américaine. Je crois que c'est un indice de production. Et sinon, le matin, des nouvelles par rapport à l'économie britannique à 10h30. Pour ceux qui seraient de la livre sterling, par exemple. Alors, je vais regarder un peu, parce que là, on a un point bas. Donc, voir si je clôture ma position. Et oui, ça y est, clôturer ma position intraday. Donc, content. Un bon petit profit, 512 euros, donc 0,5%, un peu plus, 0,51% de profit sur la journée. Très bien, ça continue. Voilà, j'accumule des écarts intraday. Sinon, j'ai une position qui continue à courir en swing, qui elles sont moins bonnes. On verra à terme si les marchés corrigent ou pas. Voilà, simplement. Donc, en tout cas, j'ai désormais une balance qui s'élève à 100 649 euros pour une équité à 95 788 euros. On verra ce que donne le reste de la semaine. Je ne vais pas vous quitter tout de suite, hein, je vais continuer à me renseigner parce que j'ai pas écouté beaucoup de points de vue en ce début de semaine, j'aime bien. Voilà, donc je vais encore rester, mais on fera le bilan de la journée juste après, mais c'est bien. Ça permet d'évoluer, de clôturer pas mal de profits. On verra ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qui se disait? Attention au gap, il se couvre de l'autre côté. Personne trade du futur ici, c'est du gré à gré, alors la contrepartie MDR disait Kerviel. Ouais, mais développe Kerviel, puisque voilà, le futur c'est pas non plus le rêve. C'est bien parce que c'est centralisé par des entreprises externes, donc c'est certainement mieux organisé. Après voilà, même sur les futurs, il s'agit de la confiance dans par exemple le CME ou les CBO qui organisent les marchés. Moi, je ne suis pas un spécialiste des futurs, mais on m'a dit qu'il y a des licences qui coûtent assez cher, qui sont vendues pour passer devant les autres, être mieux exécutées. On peut être aussi plus près. Donc tu vois, il y a toujours des moyens de passer avant les autres. Et c'est ça finalement. Après, c'est une question de confiance dans ta contrepartie. Si tu traites les CFD, mais que tu as une contrepartie qui joue son rôle et qui l'assume quand il a raison, quand il a tort, pas de problème. Si tu as le problème, c'est l'éventuel conflit d'intérêt. Donc il faut avoir vraiment confiance dans son intermédiaire et dans sa contrepartie. Donc après, c'est à toi de trouver un bon courtier. Mais simplement railler les gens parce qu'ils traitent les CFD, bon, j'en ai vu beaucoup des gens comme ça, bon, c'est un peu bizarre de ce comportement. En tout cas, c'est pas très positif comme comportement. Non, désolé, mais tu dis n'importe quoi. Les CDS ont été déclenchés sur la banque du Saint-Esprit au Portugal. Course avance ensuite.
On en a parlé longuement avec Fab, disait Vince. De quoi donc? Action, monnaie, indice, chevaux, etc. Vous payez vos abonnements par PayPal, disait Chris. C'est sûr qu'on est pas mal. C'est sûr qu'on n'est pas au mieux, mais de toute façon, faut pas s'exposer, c'est tout, disait Masterman. Bientôt, les points, on s'en fout. Rien ne sert de shorter pour le moment pour Scarviel, très bien. Donc dans ce cas-là, ben, ne short pas. À moins que si tu comptes cherche une contrepartie sur le marché de gré à gré. Futur, c'est pas un marché de gré à gré, disait Masterman, c'est un marché centralisé, effectivement. Nous sommes de bons trolls, Vince, désolé. Fab, pourquoi tu shortes pas le CAC plutôt que le dos? J'ai commencé à mettre en place une stratégie sur le dos parce que je trouve que les marchés américains sont particulièrement hauts. Pour le moment, ce sont plutôt les marchés européens qui sous-performent. Voilà, mais j'ai ma stratégie sur les marchés US, donc je tiens mon cap. Manoïde, t'as proposé un match de trading contre Turf. Non, c'est Chris qui propose ça. Hein, mais qui trade des futurs sur le marché ici? Bien joué Fab, bon trade, disait bébé, bien joué Chris. Fab, tu surperformes aussi tous les trolls du chat, bravo à toi. Je pense que le turf a sa place autant que le trading comme les paris sportifs, enfin, disait Humanoïde. Chris qui dit, il faut bien gagner de temps en temps bébé, rappelle-toi que le trade au hasard c'est du 50-50. Pas sur le humanoïde. Trading différent turf, ici ça perd, tu peux proposer. Trading c'est pas un jeu, disait Vince. Les brokers CFD prennent comme référence le prix du futur, disait Phil. Si t'as un truc qui fait de l'argent, c'est interdit. Qui fait de l'argent, c'est interdit, ok. Fab il commence à m'énerver là, disait Vince. Ouais, enfin très bien. Après tu me fais des remarques et des critiques, je te réponds Vince. Donc après que tu t'énerves, ça c'est la vie. Mais si tu fais des critiques et des remarques, forcément il faut t'attendre au débat et que des gens t'en fassent un retour. CFD, c'est le cash ou échéance, disait Masterman. Le slippage existe aussi sur CFD, disait Phil. La bourse, c'est le plus grand casino du monde, dit Chris. Manuel qui disait Vince pour toi. Vince qui disait A plus Fab, le chat c'est n'importe quoi, ça dérive tous les jours. Si tu n'es pas satisfait, effectivement, il faut aller voir autre part, Vince. Autrement, le chat, ben, sans doute que quand je suis pas là, c'est vraiment n'importe quoi. Autrement, quand je suis là, ça reste plutôt pas mal. Après, il y a des gens qui parlent un peu d'autre chose, essayez de vous concentrer sur le trading. Sinon, ça va. Voilà, ça on avait vu. Alors, bilan de cette journée, est-ce qu'il a été pris en compte mon trade sur mon compte perso? Effectivement. Donc voilà, une semaine qui commence bien, avec 0,64% sur l'ensemble de la semaine. Aujourd'hui, 0,51% de profit clôturant. On repasse en territoire positif au niveau des positions fermées. C'est pas mal, par contre les positions ouvertes restent négatives. Ce jour, donc, ce sont 70 points qui ont été réalisés après 18,50 hier. Donc 2 trades passés cette semaine et pour l'instant 2 trades gagnants, donc c'est une bonne chose. Le facteur de profit passe très légèrement positif au niveau de nos positions fermées, mais il reste une position ouverte qui représente une perte d'environ 4,3% actuellement. Le trade maximal sur ce compte est de 6,54%. L'équité est donc à 95 780 euros. Sur le mois de juillet, c'est bien. 1,26% de profit a été clôturé. C'est vraiment une bonne chose. Donc voilà, quand même du positif ces derniers jours, dernières semaines. Donc au total, depuis l'ouverture du compte, ce sont 704 trades qui ont été ouverts et fermés. Pour 61% de trades gagnants et 39% de trades perdants. Le gain moyen est de 87,65€ quand la perte moyenne est de 136,20€. Au total, ce sont 6513€ de commissions qui ont été générées. Et mes trades de moyenne 3h39. Voilà les statistiques les plus importantes, je pense. En nombre de points, si on regarde le résumé, les produits que j'ai le plus tradés, ce sont l'Eurodoll, sur lequel je suis négatif. Aussi bien en nombre de points, puisque j'ai perdu 382 points en 209 trades sur ce produit, qu'en euros, où j'ai perdu 2976 points. Puis ensuite l'euro-yen, où j'ai passé 78 trades, je suis négatif avec moins 195 points et moins 905€. Vient ensuite la livre sterling face au dollar, où je suis négatif en termes de points, mais positif en termes d'euros. Donc passé 134 trades. Dollar-yen, je suis négatif en termes de points très légèrement, mais moins 28,3 points. Largement positif en termes d'euros,
plus 1688 euros. Vient ensuite le Dow Jones sur lequel j'ai passé 27 trades et j'ai réalisé 226 points de profit, c'est bien, 539 euros de gain. Le CAC 40 sur lequel j'ai réalisé 118 points de profit et 1112 euros de gain, c'est très bien. Et vient le dollar face à l'or canadien en dernière place où j'ai passé 9 trades, réalisé 32,2 points de profit pour 272,91 euros de gain. Voilà les résumés. Et donc sur les derniers mois, j'ai pris le compte mutualisé depuis mars. Mois de mars plus 0,35%, mois d'avril moins 3,14%, mois de mai plus 4,15%, mois de juin moins 1,95%, mois de juillet pour le moment plus 1,26%. Vous pouvez suivre ça en temps réel, c'est vérifié par ma FXbook, je vous laisse le lien pour ceux que ça intéresse. On va se regarder quelques analystes et quelques points de vue. Je te mets le lien sur le chat écrit. On sent que c'est les vacances, hein. Il y a moins de points de vue, mais tout de même, il y avait de la discussion du côté de chez BFM Business. Alors, il y avait une analyse réalisée avec une grille de lecture Market Profile et étude du volume. On écoute le point de vue de Charles. Bonsoir les amis, c'est Bronson pour la petite analyse pré-market du DAX pour la journée du mardi 15 juillet, demain donc. Donc l'analyse pré-market d'hier soir s'est révélée juste. Mes petites zones à stop ont fonctionné. Mes scénarios 1, 1 bis, 2 et 3 ont eu lieu. Je rappelle ce que je disais dans ma vidéo hier soir. La façon que j'ai de travailler. Je prends d'abord mon trafic en volume profile 30 minutes. Celui-ci donc. J'y repère les zones à stop. Donc là, en zone à stop, comme je disais hier, j'ai celle-ci. Mais bon, comme je disais hier, elle est loin, celle-ci. Pour l'instant, on n'y est pas encore, donc on s'en fout un peu. Il y a celle-ci qui est toujours d'actualité. On va y revenir tout à l'heure. Et donc, je disais hier soir, nous avions celle-ci, toute cette zone rouge était une zone à stop, correspondant à un creux de volume que l'on peut voir ici. Et nous avions cette zone-là. Alors cette zone-là, elle est toujours d'actualité, elle n'a pas été touchée. On a été touché celle-ci. C'est celle-ci dont on s'est occupé aujourd'hui. Comme je vous disais, nous avions donc un beau creux de volume ici sur le profil de jeudi, qui correspondait à un magnifique creux de volume ici sur le volume composite 300 jours. Eh bien, nous sommes je disais hier soir, un pic ici correspondant aux entrées des traders short ici, les traders qui sont rentrés short ici, c'est le pic de volume qu'on voit là, et toute cette zone au-dessus, ce creux de volume là, c'était une zone à stop. Et quand on squeeze une zone à stop, en général,
s'il y a un creux, on va au prochain pic. C'est ce que je disais dans ma vidéo hier. Ça s'est produit. Donc hier, je disais le scénario 1 que j'envisageais, squeeze de cette zone à stop là. Le scénario 2, range. Dans le même profil ici. Le scénario 3 ou 1 bis, squeeze de la zone à stop nord. Je dis 1 bis parce qu'il y avait squeeze de la zone à stop sud. Donc pour scénario 1 bis, squeeze de la zone à stop nord. Le scénario 1 bis s'est enclenché. J'avais comme scénario 2 ou 3 un comblement partiel ou total, en tous les cas partiel, du creux de volume là, ce qu'on a fait ici. Et en dernier scénario, j'avais dit on pourrait pousser en extension jusqu'à ce pic là et continuer à former le pic ici, ce pic ici et ce pic ici. Et bien c'est ce qui s'est passé. Nous avons donc eu le trois scénarios sur 4 ou 5 que j'avais envisagés qui ont eu lieu, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. En première partie de journée, on a squeezé la zone à stop. Ensuite, on a fait un petit peu de volume. Regardez ce beau pic là sur le volume profile avec le POC. On a fait un petit peu de volume dans le creux. Et ensuite, on est monté jusqu'au pic là-haut. Et on a fait une continuité du pic. On a donc comblé légèrement ce creux ici. Donc, ça a été une journée Ok, bon, ça va être intéressant, mais c'est un peu mou, donc du coup on va pas regarder plus que ça. Je vous laisse le lien sur le chat écrit pour ceux qui veulent regarder en entier les analyses de Charles. Voilà. Alors moi je vais continuer à prendre de l'info, voir ce qui se publie à droite à gauche. Alors qu'on a une petite correction là du côté du dos, donc bien fait de prendre mon bénéf a priori. Alors sur le chat écrit toujours, qu'est-ce qui se dit? Ça on avait vu. Si le marché veut pas donner, c'est pas grave, il donnera un autre jour, disait Chris. Oui, oui, ça c'est sûr. Pas être pressé sur les marchés financiers. Voilà. L'argent passe de main en main, disait Humanoïde. Plus 0,51 avec le moins 4% en perte. En cours, ça veut rien dire de poster le lien du MyFXbook, disait Chris. Bah si, justement, Chris, tu vois l'ensemble de mes résultats, aussi bien au niveau des positions fermées qu'ouvertes. Donc bien sûr, on va dire c'est la manière la plus transparente de partager ses résultats. Parce que par exemple, n'annoncer que les résultats de ses positions fermées, là je dirais simplement aujourd'hui j'ai gagné 0,51%, c'est une bonne journée. Et il faut quand même prendre en compte la perte en cours de 4%. Donc si, bien sûr, c'est utile, Chris. Qu'est-ce que tu veux dire en fait que c'est pas utile? J'ai pas bien compris. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que voilà, j'ai mes positions swing qui pour le moment sont mauvaises. Par contre, au quotidien, je réalise de petits profits qui permettent déjà de rembourser une bonne partie des positions en cours, quand même de générer un beau profit quand même on stagne. Et si ensuite on corrige, ça peut être vraiment intéressant puisqu'à la fois mes positions swing passeront en territoire positif et j'aurai le gain de mes positions intraday. Donc c'est plutôt cohérent. Après, c'est pas l'approche ultime, mais en tout cas, j'ai pas à... Voilà, c'est plutôt cohérent. C'est ce que ça montre. Quand ils sont venus chercher les ouvriers, personne n'a bougé. Quand ils sont venus chercher les paysans, personne n'a bougé. Quand ils sont venus chercher les taxis, personne. Quand ils sont venus chercher les pharmaciens, des fils par rapport aux réformes. Envoie ton lien le jour où tu auras plus de positions, disait Chris. Et tu auras plus de positions. Chris, après, toi, t'es pas obligé de le consulter si t'es pas intéressé, etc. Moi, je partage mes résultats. Ça me fait plaisir, ça crédibilise ce que je dis, etc. Donc c'est une approche que je juge bonne. Après j'anime une émission, donc c'est normal que je partage mes résultats. Mais si toi ça t'intéresse pas, ou je sais pas si t'es pas d'accord avec ma manière de faire, etc., c'est à toi d'aller autre part, Chris. Parce que c'est mon site, donc voilà. Mais si tu veux participer, débattre, critiquer également, n'hésite pas. Voilà, simplement Chris. Et toi aussi, si tu veux partager tes résultats, parce que souvent tu annonces des choses, Chris,
mais qu'on ait quelque chose, un suivi, quelque chose de concret, n'hésite pas à le faire. Fille qui disait, quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour venir m'aider, disait Phil. Et voilà qui disait, Montebourg va aller les chercher, lol. Fille qui laissait un lien, on va regarder ça. Martin Naumler, quand ils sont venus me chercher, les communistes, je n'ai rien dit. Ok, donc c'était un poème. Phil qui est dans sa phase de critique sévère du système ces derniers temps, pour ceux qui s'intéressent. Mastermind qui disait, ce qui me fait rire, c'est que jamais il s'attaque aux réformes, des cumuls des mandats et emplois fictifs, disait Masterman, par rapport au système également, politique notamment, classe politique française en tout cas. Classe moyenne RIP, disait Phil. Et après, il s'étonne que la fraude augmente. Yep, d'ailleurs, des deux côtés, genre copé avec sa meuf. Lol, ça j'ai pas vu. Vive les 1% et la plutocratie. Mastermind qui disait, la fraude va sûrement pas aller en s'amenuisant. Copé l'escroc de base avec sa pouffe qui se versait 7000 € avec l'argent de l'UMP. Ce qui est marrant aussi, c'est que eux peuvent taffer 9 jours dans une semaine et non pas dépasser les 48 heures, je crois. Lol, pauvre Chris, je l'aime bien quand même, mais là, Fab, t'as bien taclé. Chris fait un suivi de son compte, mais mensuel actuellement. Oui, enfin, un suivi comment? Est-ce que c'est un suivi vérifié par quoi que ce soit, par un truc tierce, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il partage et qu'il publie? C'est ça qu'il faut voir, Chris. Pour ça, moi, par exemple, dans le cadre de mon partage de résultats, je partage plutôt les résultats via MyFXBook, mais ils sont aussi sur MQL4, donc le site officiel de MetaQuote. Ils sont aussi sur Currency, donc, qui est une entreprise détenue par Honda. Mon idée, c'est de crédibiliser en fait ça. Voilà, puisque ce sont quand même des sites assez sérieux, c'est vérifié, des sites de différents pays, etc., assez diverses. Voilà, Honda par exemple, et Currency, c'est une entreprise basée aux États-Unis. MQL4, c'est des Russes. Enfin, MetaQuote, c'est des Russes. MyFXBook, c'est une entreprise israélienne. Voilà, après il y a MT4i, j'ai pas mes résultats dessus. Voilà, l'idée c'est de diversifier les sites qui valident la publication de mes résultats pour apporter plus de crédit à ça. Si c'était juste moi qui partage mes résultats en vous disant c'est la vérité, vous n'auriez pas à me croire sur parole. Donc voilà, je vous laisse également les liens vers le site de MetaQuote. D'ailleurs, il faut que j'envoie un message qu'il y a une erreur sur le site de MetaQuote par rapport à mon Dradon, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils l'ont mal calculé. Voilà, c'est lien vers le suivi sur MetaQuote, pardon. Je vous le remets. Voilà. Et le lien donc vers Currency. Voilà. Fille qui laisse un lien. Glitcheroutu, Bourdin, le Gredin. Ouais, ça va plus parler politique que finance ou économie, même si les deux sont liés bien sûr, donc vous pouvez consulter ça du côté des liens de fil. Et on qui disait Cridi, il a rien à tacler car Chris il est pas mal en trading car il me fait voir même le binaire il se débrouille bien. Disait Manoïd, back office qui disait le bien joué Fab mange. C'est pas que je veux défendre Chris. Les résultats de Chris sont vrais. J'ai pu voir plusieurs reprises son compte, très bien. Même moi. Ça peut être exprimé, ok. Voilà. Ça c'était bon. Alors on va prendre de l'info, voir ce qui se publie à droite à gauche. Ok, bon là c'était tout.
Retour sur les 4300 points, on écoute le point à la clôture réalisé par monfinancier.com. Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens clôturent une fois de plus dans le rouge, plombés en partie par le repli de l'indicateur ZOO qui reflète les perspectives économiques en Allemagne. Par ailleurs, le discours du président de la Fed, Janet Yellen, a laissé de marbre les marchés alors que la présidente Janet Yellen est restée évasive sur la date à laquelle la Banque centrale américaine pourrait commencer à relever ses taux. Il n'existe aucune formule magique, a-t-elle déclaré devant le Sénat, ce qui nourrit bien sûr l'incertitude des opérateurs qui préfèrent continuer de prendre leurs bénéfices alors que les publications trimestrielles s'enchaînent aux États-Unis. Le CAC lui abandonne un petit peu plus de 1% pour terminer à 4305 points, mais ce sont surtout Madrid, Milan ou encore Lisbonne qui subissent vraiment des prises de bénéfices appuyées, des replis supérieurs à 1%. Alors en fait, les places européennes périphériques sont victimes d'un regain d'aversion au risque alors que les déboires de BES, donc Banco Espírito Santo, une banque portugaise, ont ravivé les craintes sur la solidité du secteur bancaire européen. Ailleurs en Europe, Francfort limite son repli à 0,4%, l'Eurostoxx perd 0,8% et Londres limite également la baisse à moins 0,35%. Du côté des valeurs, c'est EDF qui signe ce soir la meilleure performance. Danone, relevé de pondération en ligne, surpondéré par Morgan Stanley, se distinguait également dans le trio de tête du palmarès. A l'inverse, Capgemini signe ce soir la pire performance, plombée par le profit warning de l'un de ses comparables software, donc qui chute de 19% à Francfort. Mal orienté également, Accor qui redonne du terrain avant ses résultats. Puis à noter également le secteur bancaire qui continue d'accuser le coup, victime du regain de nervosité des opérateurs face au secteur bancaire portugais. Donc on a les trois principales banques françaises qui terminent dans le rouge ce soir. Et puis sur le SBF 120, c'est Peugeot qui signe la meilleure performance, portée par une double recommandation positive, l'une de JP Morgan et l'autre de Exane BNP Paribas, qui a relevé son objectif de cours à 14 € sur le dossier. Sur le marché d'échange, l'euro lui accuse le coup, il pâtit du repli de l'indicateur ZOO, qui est un signal quand même assez négatif qui a été envoyé sur le front de la reprise économique européenne. Un euro donc qui s'inscrit en nette baisse face à l'ensemble de ses contreparties. Il redonne par exemple 0,38%, on est désormais largement sous le seuil des 1,36 par rapport au dollar. On est également sous le seuil des 138 yens, puis à noter que le dollar lui reste stable par rapport au yen, en légère hausse même, autour des 101,65 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui reste stable à 1307 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée, à demain. Voilà le point réalisé par monfinancier.com. Ça on avait vu, il y avait un truc sur Bitcoin là, j'avais vu, on va s'écouter ça, après ce sera à peu près tout, il n'y a pas grand chose de plus à dire, c'était pas une journée folle non plus, pas de gros mouvements. Voilà, il y avait des petits décalages à prendre, j'en ai profité, tant mieux. Si aussi vous voulez faire le bilan de votre journée, n'hésitez pas sur le chat écrit, c'est toujours intéressant. Alors. Voilà, on écoute le point sur le Bitcoin. BFM Business. Jusqu'à 12h30. Intégral Placement. L'émission 100% placement. Cédric Decoeur. Vous le savez, l'administration fiscale est toujours en train de fureter pour essayer de localiser de nouvelles formes de revenus et donc d'y imprimer sa marque. On en parle avec Emmanuel de La Roche-Tulon. Bonjour. Bonjour.
Vous êtes avocat associé au cabinet Jones Day. Et aujourd'hui, on va parler du Bitcoin qui intéresse l'administration fiscale. Alors, on rappelle, le Bitcoin, c'est une monnaie numérique, c'est un protocole, enfin, c'est une monnaie numérique qui permet d'acheter finalement ce qu'on veut entre particuliers. C'est tout à fait, le Bitcoin, c'est une monnaie, c'est une unité de compte, puisque ce n'est pas une monnaie au sens strict du terme, dans la mesure où il n'y a pas de banque centrale derrière, il n'y a pas d'État, mais c'est une unité de compte qui est utilisée dans le cadre d'échanges faits sur le net comme moyen de paiement. Donc c'est un moyen de paiement qui a un cours déterminé, connu, et qui peut être échangé, acheté et échangé contre d'autres biens ou d'autres monnaies. Et qui parfois fluctue beaucoup. On a vu notamment l'administration fiscale via des décisions de justice, etc., s'intéresser un peu, tourner autour de ces monnaies numériques. Il y a eu des questions sur les comptes PayPal, il y a eu des questions sur le Bitcoin, etc. Et récemment donc une instruction administrative, c'est ça ? C'est ça. Alors effectivement, cette monnaie fluctue beaucoup. Qui dit fluctuation dit potentiellement recherche de spéculation et de gains. Et s'il y a gain, il y a revenu. S'il y a revenu, il y a assiette fiscale pour l'administration. Donc, l'administration fiscale, dans son grand pragmatisme, qui a toujours été sa marque, cherche à appréhender toute forme de revenu, quelle que soit sa nature, son caractère licite ou illicite, peu importe. Ce qui importe, c'est de taxer toute matière fiscale. Et alors, que nous dit cette instruction administrative qui s'intéresse très précisément au Bitcoin ? Alors, l'instruction administrative, assez classiquement, puisque intègre le Bitcoin dans le système, la grille de lecture française, fiscale. Donc, vous avez un sujet de droit d'enregistrement pour les droits de succession. L'ISF également, comment appréhender le Bitcoin en matière d'ISF et en matière de revenus, en impôt sur le revenu. Donc vous avez ces trois sections. Donc si on les prend tour à tour. Alors en matière de droit de succession, en quoi est-ce que le Bitcoin vient faire son arrivée dans les droits de succession ? C'est simple, c'est droit de succession. L'administration rappelle le principe, tout bien, quelle que soit sa nature, entre dans l'assiette des droits de succession. Et donc l'administration liste à titre on va dire, non exhaustif, mais un certain nombre de biens susceptibles de servir d'assiette aux droits de succession. Et donc a fait son entrée le 11 juillet 2014, les bitcoins qui sont... Donc si j'hérite d'un compte en bitcoin, il passe pas à l'as, faut que je le mette dans ma base. Exactement, il doit être déclaré sur votre déclaration de succession, déclaré auprès du notaire qui va... Au cours du jour du décès Alors le cours, c'est en principe c'est le jour du décès. C'est-à-dire que derrière vous appliquez les principes généraux, et donc on se passe toujours au jour du décès pour évaluer le bien. Et la seule façon d'évaluer un Bitcoin, c'est son cours. Donc, ça rentre dans la base taxable des droits de succession. Ça rentre aussi dans son ISF. Et dans l'ISF, bien sûr. Donc là, au 1er janvier de l'année, chaque contribuable soumis à l'ISF, puisque sa fortune dépasse un certain seuil, doit déclarer l'ensemble de ses biens et à leur valeur au 1er janvier. Donc là encore, si vous détenez des bitcoins, le cours au 1er janvier devient un sujet d'importance. On sait que le cours fluctue beaucoup, donc c'est ça, ouais. J'imagine que dans la journée également, mais vous allez retenir le premier cours au 1er janvier pour déterminer votre assiette d'ISF au titre des bitcoins que vous détenez. Et il y a l'impôt sur le revenu où ça rentre aussi en ligne de compte. Alors, si on fait des plus-values notamment sur du commerce de Bitcoin. L'impôt sur le revenu. Alors l'administration rappelle que les Bitcoins sont un outil qui peut être spéculatif et qui peut faire l'objet d'échanges, soit contre une monnaie
Sonnante et trébuchante. Voilà, et en cours légal, ou soit contre des biens de toute nature, puisque c'est un moyen de paiement. Donc le gain que vous réalisez entre le moment où vous achetez votre Bitcoin et le moment où vous l'échangez, eh bien constitue une source de revenus, plus-value qui est taxable. Donc soit selon la catégorie dite des bénéfices non commerciaux, si c'est une activité occasionnelle, soit selon la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, si vous exercez cette activité de donc si j'achète un Bitcoin qui vaut 400 € aujourd'hui et que le lendemain il en vaut 800 et que je m'achète une télé, je vais être taxé sur... Et alors c'est là où ça se complique, c'est que l'administration précise que la référence ça va être la contre-valeur, donc ce sera le prix de la télé que vous avez acheté qui sera la référence prix de sortie du Bitcoin versus les 400 € prix d'entrée lorsque vous avez acheté la monnaie. Malgré tout, quand on écoute aussi les spécialistes du Bitcoin, il y a beaucoup d'anonymat sur cette monnaie numérique. Comment est-ce que le fisc peut contrôler un protocole qui est ultra sécurisé ? C'est là où s'arrête l'efficacité et le pragmatisme fiscal. Il n'y a pas d'assiette fiscale quand il n'y a pas de contrôle. Tout le monde sait bien que les échanges... Parce que là, a priori, ça va pas être dans le formulaire IFU, quoi. C'est ça. Je ne pense pas qu'on ait des IFU bitcoins établis par je ne sais quelle autorité qui n'existe pas, puisque on sait que c'est un protocole libre, quoi. C'est un protocole. Voilà, c'est des codes sources. Alors on pourrait imaginer un IFU mondial, mais bon, voilà. Vous avez une administration étatique qui essaye d'appréhender des flux, des échanges ultra mondialisés, totalement virtuels dans leur mode de retranscription. Et donc peut-être un vœu pieux, et c'est tout le paradoxe des évolutions économiques actuelles. Alors donc ça dépendra de la bonne volonté de chacun, quoi. Voilà, du côté des grandes multinationales de l'internet dont on ne sait pas appréhender le lieu de réalisation du revenu, eh bien là vous avez des bitcoins dont on ne sait pas appréhender la matérialité. Déjà, le cours, comme vous le dites, peut passer de 500 € à 50 € en quelques heures pour refranchir le cap des 600. Donc, qu'est-ce que ça vaut à l'instant T ? C'est très délicat. Eh bien voilà, l'administration fiscale met quand même son nez dans le Bitcoin. Il n'y a pas de petit profit. Merci beaucoup, Emmanuel de la Roche-Tulon, pour le cabinet Jones Day. Ok, le point sur le Bitcoin. Été fait ici sur BFM Business. Intéressant de voir comment évolue cette monnaie virtuelle qui prend de plus en plus d'ampleur, même si on en parle un peu moins parce qu'il y a fait de buzz tout au début. Ben voilà, c'est quand même un nouveau modèle qu'il faudra suivre au fur et à mesure des mois et des années. On a reçu un gars très intéressant qui venait de Liège, qui a fait des conférences notamment à l'université de Liège à ce sujet. C'est plutôt pas mal. Ben moi, j'ai terminé ma session de trading. Je vous propose de nous retrouver demain après-midi. Je serai là plus tôt pour la session de trading. Je maintiens un biais baissier sur le Dow Jones, donc pas de surprise. Et on verra comment évolue les marchés. D'ici là, je fais un point sur le chat écrit et ce sera tout ce soir. Une vidéo sortira, sans doute une interview réalisée au Friday Forex ou peut-être la première partie des duels de trading qui s'était réalisé au Friday Forex il y a un mois maintenant. Ça on avait vu. Alors, voilà, c'est parti, disait Humanoid qui laissait un lien. Ok, pour ceux qui s'intéressent au turf, il y a un lien. Si je suis stoppé sur mon short stop loss, sur le S&P, j'atteindrai 2000 pour re-shorter, disait Phil. À quel niveau est ton stop sur le S&P, Phil? Disait Phil, tu veux pas donner de com, un radin, disait Manoïd, bébé. Si tu veux devenir aussi, donc moi, t'as ça on l'a vu. Chaque discipline peut apporter un plus pour une autre activité. Par contre, faut pas publier plusieurs fois le même lien humanoïde.
Le trafic aéroportuaire d'aéroport de Paris en hausse de 5,7% en juin, disait Emmanuel. Voilà une bonne nouvelle et une nouvelle significative. Hein. Il dit à la crise en rigolant, effectivement. Ça, c'est des chiffres intéressants aussi. Après, c'est vrai aussi que le voyage en avion s'est beaucoup démocratisé. Ça continue à être le cas. Peut-être qu'on va s'arrêter à un moment donné. C'est sûr par rapport, enfin, de décennie en décennie. Mais là, une hausse de 5,7%, oui, c'est quand même très significatif. Merci pour ce chiffre. Si tu as un lien pour citer la source, c'est intéressant aussi. Fab fait le ménage pour les insultes, disait Humanoïde. Voilà, ça on l'avait vu. Allez, bonne soirée à tous, bon trade, à demain pour une session de trading, en direct sur videobourse.fr.